est-ce qu'il existerait un modèle africain? Est-ce qu'on peut parler des villes africaines comme on parle des villes américaines, où chacun a en tête, sans le définir clairement, mais on comprend de quoi on parle, comme on parle des villes européennes, est-ce que les villes africaines existent? Il y a bien sûr un modèle de développement très clair pour les villes africaines. Au fait, si je me permets, je veux vous référer à notre publication récente, donc un travail de recherche qu'on a fait avec les universités de Oxford et de LSE sur le plan de 2 ans. Donc, la publication s'appelle Ouvrir les villes africaines au monde. Et cette publication donc a étudié les caractéristiques du développement spatial de 64 villes africaines à base d'images satellites, à base d'autres informations, et a commencé à analyser quelles sont les caractéristiques qui définissent les villes africaines. Donc, déjà, on a parlé que les villes africaines s'urbanisent à un taux de PIB par habitant qui est nettement inférieur aux autres régions qui ont atteint ce seuil-là. Et donc, ceci dit deux choses: manque d'investissement public, défi de capacité, mais aussi ça veut dire que les villes africaines n'auront pas vraiment beaucoup de, beaucoup de chance pour. Il faudra trouver le meilleur moyen de planifier, d'implanter ces infrastructures, de mettre en place la connectivité. Il n'y a pas de marge d'erreur, disons. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, nos études, on a analysé le coût, les coûts de vie dans les villes africaines. Et les villes africaines sont en moyenne 35% plus chères que les autres villes en voie de développement. Donc, en matière matière d'accès à la nourriture, en matière de l'accès au logement, etc. Au fait, le logement en particulier, le coût dans les villes africaines en moyenne est 55% plus élevé que les autres pays en voie de développement, reflétant principalement les dysfonctions du marché foncier et du marché du logement. Les villes africaines, la plupart des villes africaines ont une sorte d'effet de compensation où l'accès au logement formel à des prix abordables, si ce genre de produit est disponible au marché, sera accessible à des distances très importantes du centre de la ville, des emplois, et donc ce sera un écart économique principal, puisque les citoyens devront se déplacer de 2-3 heures par jour pour pouvoir atteindre l'emploi, alors que leurs autres options pour pouvoir habiter près de l'emploi sera d'occuper les zones non edificandi, les zones de risque, etc. Donc, c'est comme s'il y avait un trade-off entre la livabilité, la livability des villes et l'opportunité économique, principalement. On a étudié, on a fait l'analyse du développement spatial, et il y a un taux de fragmentation donc, qui reflète un étalement urbain très important dans les villes africaines qui a au moins un 20% de plus de taux de fragmentation que dans les autres villes en voie de développement qu'on a étudiées. Donc, c'est des villes qui souffrent du dysfonctionnement du marché foncier, et une prévalence donc du logement informel, de l'emploi informel, une fragmentation et un coût élevé. Juste pour te donner un exemple, donc on a fait une analyse donc de la mobilité dans la ville de Nairobi. 72% de la population de Nairobi se déplace pour aller donc de la maison au travail, soit à pied, 48%, soit utilisant le matatu, 24%. Les 48% qui se déplacent à pied ont accès en moyenne à 8% des activités économiques de la ville dans un délai d'1 heure. Parce qu'on marche à 4-5 km
à l'heure. Et donc, si on établit ce rayon et on mesure le volume des activités économiques ou des emplois accessibles, ça fait 8%. Ceux qui se déplacent avec le matatu à cause des problèmes de trafic, de congestion, etc., avec des vitesses moyennes de 11 km par heure, ont accès à 14% des emplois dans la ville en 1 heure de déplacement. Et donc, ceci démontre qu'avec la planification actuelle, avec les dysfonctions en matière de mode d'usage du sol, en matière de manque d'intégration entre le transport et les modes d'usage de sol, manque d'investissement en transport public, ont un impact économique direct sur la population des villes africaines. Et donc, il y a des caractéristiques qui définissent les villes africaines, il y a un potentiel de croissance très important et il y a suffisamment de nouvelles démarches, de projets pilotes, d'initiatives qui peuvent inspirer, comme l'enregistrement foncier à Kigali, comme la politique de décentralisation au Kenya, comme la gestion professionnalisée de la ville de Kampala, ainsi que d'autres villes qui peuvent inspirer et montrer que ces défis-là peuvent être résolus. Mais bien sûr, il y a une importance d'entamer ce genre de défi dans les 10-15 années à venir, parce que après ça, le continent sera déjà à 55% et plus de taux d'urbanisation, et les villes qui vont se créer sur les 2 prochaines décennies, ou l'urbanisation qui va se créer dans les 2 prochaines décennies, sera donc très difficile à disons, corriger si elle n'est pas faite correctement. Ce qui est très frappant, si vous voulez, sur l'Afrique, c'est que, on pourrait dire que, à part un certain nombre de nuances, de Djibouti à la Mauritanie, Togo, Lomé, tous les 10 ou 12, 13 pays dans lesquels j'ai travaillé, on a quand même des points communs qui tous les rapprochent. Il y a de grandes différences qui viennent de situations initiales qui ne sont pas les mêmes, en particulier celle de la propriété coutumière, qui n'est pas une question qui se pose en Mauritanie, par exemple, ou à Djibouti. Mais il y a un nombre de points communs qui rend les études comparatives, je pense, très, très, très fructueuses et peut-être relativement faciles. Mais il faut faire attention, c'est une apparence de facilité parce que les spécificités nationales sont également très fortes et les potentialités sont très fortes aussi de développement. Dans certains pays, beaucoup plus faible dans d'autres. On reparlera de ça dans un petit moment. On sait qu'il y a une dynamique démographique incroyable. On parle de ça quotidiennement dans la presse, mais aussi dans les articles scientifiques. Est-ce que ça va se développer de la même manière dans l'ensemble des pays? Est-ce que c'est un phénomène qui est global sur l'ensemble du continent, ou est-ce qu'on aura des spécificités régionales et peut-être même des régions qui échapperont totalement à cette grande vague démographique? Vous avez raison, l'observation pertinente. Quand on voit au niveau global, l'Afrique reste le continent, l'Afrique en général reste le continent qui s'urbanise le plus rapidement, même si l'Afrique reste le continent le moins urbanisé. Mais en Afrique, ça ne se passe pas de la même manière dans tous les pays, dans toutes les sous-régions. Vous verrez par exemple qu'en Afrique du Nord, c'est vraiment assez urbanisé. Donc le taux de personnes, enfin le pourcentage de personnes qui vivent en ville est beaucoup plus élevé en Afrique du Nord et aussi dans les îles autour de l'Afrique. Mais quand on part dans l'Afrique, en Afrique subsaharienne et surtout en Afrique centrale, le taux reste relativement bas, mais augmente de manière rapide. En Afrique subsaharienne, c'est aussi assez élevé pour certains pays, notamment l'Afrique du Sud et des petits autres pays. Mais ce que je veux mentionner, c'est la diversité au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas une uniformité, ce n'est pas le même parcours, ce n'est pas le même taux, ce n'est pas la même dynamique. Mais la tendance, de manière générale, reste positive en Afrique. Ce qu'il faut aussi ajouter ici, c'est que ce n'est pas seulement la dynamique démographique, il y a la dynamique spatiale, c'est-à-dire que
dans beaucoup de pays africains, contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, la croissance urbaine s'accompagne de l'expansion ou bien vraiment exponentielle de l'espace occupé par les espaces dits urbains, que ce soit par la transformation de certains espaces en espaces urbains ou bien la densification ou l'étalement urbain. Donc c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu, surtout en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et un peu plus en Afrique australe. On sait qu'on parle souvent des villes européennes, des villes américaines, et on parle souvent des villes africaines. Est-ce que ces villes africaines existent comme une entité? Qu'est-ce qui ferait la définition des villes africaines? Ou alors, selon vous, c'est une vision de l'esprit et il n'y a pas de similitude comme on pourrait trouver dans l'urbanisation en Europe, par exemple? Qu'est-ce qui définirait ces villes africaines? Je vais vous surprendre. Je ne partage pas, n'est-ce pas, le point de vue qu'il y a une ville africaine. Il y a des villes en Afrique. On ne peut pas regrouper sous que les villes africaines, voici un modèle, voici les critères. Si vous partez en Afrique, voici comment les villes. Si vous allez de Lagos à Lusaka, à Nouakchott, à Rabat, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes choses qui apparaissent. Il n'y a rien, même dans les sous-régions, on va dire que voici une ville ouest-africaine. Chaque ville a son identité. Je crois que même en Europe, je dirais la même chose. Les gens partent dans telle ville parce qu'il y a l'âme de la ville. Il y a comment la ville est pensée. Il y a, même dans le même pays, la différenciation des villes est là. Les villes ne fonctionnent. Les gens peuvent dire que je préfère vivre ici parce que. Donc, dans l'ensemble, en termes de clichés, moi, je parlerais de villes en Afrique au lieu de villes africaines ou bien une entité ou une coloration des villes qui pourraient se dire africaines d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai du mal à trouver ce modèle de ville africaine. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Est-ce que le courant et la fascination pour les smart cities, est-ce que c'est vers ce modèle-là qu'il faut tendre? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt finalement redéfinir le rapport qu'on a à la modernité, que moi j'appelle l'altermodernité, et qui vacille toujours justement entre ce débat des matériaux traditionnels et des matériaux dits modernes, et on sait qu'aujourd'hui les gens veulent, entre guillemets, du moderne qui passe par le parpaing de ciment, qui passe par les vitres teintées, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas là une question de redéfinition de la modernité et un travail à faire là-dessus? Je crois que le travail fondamental, c'est de remettre en cause la notion même de modernité. Parce qu'elle a toujours été présentée de manière dichotomique. Il y a ce qui est moderne et ce qui est traditionnel. Sous-entendu, ce qui vient de nos sociétés traditionnelles n'est pas moderne. Or, je reste persuadé que dans toute tradition, il y a une modernité extrêmement forte. Et je crois que c'est déjà le premier pas, c'est de se réapproprier de cette question de la modernité, de la définition de la modernité. Aujourd'hui, si on prend du point de vue politique, toutes les questions qui sont adressées actuellement dans les instances politiques au niveau mondial sur l'écologie politique, sur le respect de la nature, etc., ont été adressées dans les sociétés africaines. Je prends l'exemple de la charte de Kouroukanfouga, qui est la charte fondatrice de l'Empire du Mali, qui date du XIIe siècle, du XIIIe siècle. Les notions qui ont été définies par rapport à l'écologie dans cette charte sont aussi modernes que les notions que nous avons aujourd'hui. Moi, au niveau du collège, je donne un cours de physique appliquée, physique du bâtiment, donc thermique, acoustique, etc. Et sur la thermique, je commence toujours les cours par l'igloo des Inuits pour montrer la modernité de cet igloo par rapport à son environnement, comment ils ont pris en compte l'environnement pour produire une architecture qui soit adaptée. Mais de la même manière,
la case à Impudium Diola est une case d'une modernité absolument extraordinaire. La semaine dernière, j'étais arrivé aux équations de définition des échanges thermiques entre l'homme et son environnement, et je montrais à mes étudiants comment les Diola avaient adapté cela en optimisant la ventilation transversale, en faisant en sorte que les pièces de vie n'étaient jamais exposées au rayonnement solaire direct, en faisant en sorte que les matériaux qui sont utilisés dans l'architecture traditionnelle Diola, en leur montrant que les Diola ont conscience que la Terre a une conductivité extrêmement faible et que c'est en utilisant cette Terre qu'ils arrivent à régler les problèmes de chaleur. Pour moi, déjà, il ne peut pas y avoir de modèle africain parce que vous connaissez bien l'Afrique. Vous savez qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques, et qu'à l'intérieur de chacune des Afriques, il y a des modèles différents. Aujourd'hui, travailler sur la ville de Ziguinchor n'a rien à voir avec travailler sur la ville de Dakar. Je pense que peut-être la piste qu'on devrait avoir, c'est une question que vous avez posée tout à l'heure, c'est de réfléchir sur ce que c'est que la modernité, sur les paradigmes qui nous guident. Aujourd'hui, je pense que c'est une urgence pour tous les pays africains de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de nos sociétés. Est-ce que les villes africaines sont différentes des autres villes? Et votre réponse? Non. Enfin, oui et non. Non, parce que ces villes sont d'abord des villes avant d'être africaines. Et elles doivent être considérées comme des villes et pas comme des sous-villes ou comme un type particulier de ville. Il y a des questions essentielles, l'accès aux services, les risques, la gouvernance, les questions de mobilité, etc., qui sont de foncier, de densité, qui sont les mêmes partout, quasiment les mêmes partout. Donc ce sont d'abord des villes. Et c'est des villes en tant que telles, c'est pas des villes de pauvres, ce sont des vraies villes qui sont amenées à devenir, pour certaines j'espère, vraiment des locomotives de l'économie du continent. Moi j'étais à Dakar il y a une douzaine d'années, j'y suis revenu il y a un an, j'ai été bluffé par l'évolution de cette ville dont on peut se dire, tiens, il se passe vraiment quelque chose, il y a l'urbanité qui arrive dans Dakar. Donc ce sont des villes comme les autres. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est dans une ville africaine, on le sait tout de suite. L'architecture, l'habillement, la gastronomie, un certain nombre de... Voilà. Donc même si on est au Kenya ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, on est en Afrique, on est dans cette ville africaine. Voilà. Donc, mais rappelons-nous que ce sont d'abord des villes. On a les villes européennes, on sait à peu près de quoi on parle, enfin on a des images, on a les villes américaines. Est-ce qu'il existe des villes africaines? Est-ce qu'on arrive à définir? Est-ce que ça fait une entité qui, je dirais, peut être définie ou c'est une vision de l'esprit? C'est une question difficile, je sais. Je pose les questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Il y a une réponse facile à la question difficile qui est il y a des villes africaines parce qu'il y a des villes en Afrique. Donc ça c'est la réponse extrêmement facile. Ouais, effectivement, il y a des villes en Afrique, donc il y a des villes africaines comme il y a des villes en Europe, donc il y a des villes européennes comme il y a des villes aux États-Unis, donc il y a des villes américaines. Et puis il y a des villes latino-américaines, et puis il y a des villes nord-américaines, etc. Alors il y a des choses intéressantes sur les modèles correspondants. Bon. Je mets de côté, quand on dit américaine... Enfin, états-unienne, j'entendais. À l'Amérique du Nord et pas tant à l'Amérique latine, parce qu'il y a des modèles extrêmement intéressants de villes en Amérique latine aussi, et il faudrait distinguer. Tout ça aussi pour dire que, voilà, je veux dire, c'est des raccourcis un peu grossiers, quoi, que de dire, voilà, il y a un paquet de villes américaines, il y a les villes européennes, et puis il y a les villes africaines. Les villes africaines, je veux dire, entre Accra et Bobo Dioulasso, il y a un monde. Accra, je dirais Bobo encore, c'est assez actif d'un point de vue économique, mais entre Accra et Ouagadougou, il y a un monde. Il y a un monde. Vous allez à Accra, deux capitales, distantes de peu de kilomètres au final. Donc, je veux dire, les villes africaines, c'est une diversité de situations
Alors bien sûr, on peut faire des typologies, distinguer les villes qui sont plus dans l'ère anglophone, les villes qui sont plus dans l'ère francophone, avec le rôle des États important et le rôle des institutions dans les villes, je dirais, d'histoire francophone, un dynamisme économique beaucoup plus important dans les villes anglophones. Donc, bon, capitale. Et puis après, il y a capitale et ville secondaire, à l'échelle même d'un pays. Je veux dire, je reprends le Burkina Faso, quel rapport entre Dori et Ouagadougou? Enfin, je veux dire, c'est des dynamiques urbaines extrêmement différentes, etc. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, donc effectivement, il y a une diversité énorme de villes à l'échelle du continent, et dire voilà, il y a des villes africaines, ça peut paraître un peu forcer les traits. Mais malgré tout, si je voulais identifier des caractéristiques, je dirais ce qui est intéressant identifier, si vous voulez, si on considère que les villes sont à la fois le produit de trois groupes d'acteurs. Marché, privé, institutions publiques, et puis société civile. Et ben, je dirais qu'il y a des échelons différents ou des forces différentes de ces trois groupes d'acteurs dans les trois groupes de villes que vous venez de citer. Savoir, je dirais, le marché prééminent dans les villes américaines, je dirais les institutions prééminentes dans les villes européennes, et je dirais peut-être, et c'est à la fois, je dirais, du descriptif, mais aussi un peu du prescriptif, c'est-à-dire une envie que la société civile soit, je dirais, la caractéristique et le rôle de la société civile dans les villes africaines. En tant qu'historien, il est frappant de constater que les villes, plus que les pays, sont porteuses d'histoire. Quand on pense à des villes comme Tombouctou, par exemple, quand on pense à des villes comme Marrakech, quand on pense à des villes comme Sofala, ce sont des villes qui ont préexisté aux pays tels qu'ils sont constitués aujourd'hui autour d'eux. Le Mali est une réalité très récente, alors que Tombouctou est une ville qui existe depuis près d'un millénaire, sinon plus. Et c'est des endroits dont on sait qu'ils ont été des points de contact importants sur la circulation des idées dans le monde. Et il existe toutes des correspondances extraordinaires entre les villes de Tombouctou et les villes de Kérouan, par exemple, en Tunisie, ou même jusqu'à Bagdad, ou bien à l'Andalous, qui est aujourd'hui l'Espagne. Et donc, du point de vue historique, les villes sont des lieux qui nous permettent de comprendre véritablement les changements qui ont eu lieu pour les personnes qui y habitent et comment est-ce que les changements se sont articulés sur le territoire, parce que c'est de ces villes-là que l'articulation des territoires est partie. C'est à partir de ces villes-là qu'on a constitué des empires ou des royaumes ou des républiques, enfin, des réalités politiques qui sont souvent l'objet d'analyse des historiens. Donc, je pense qu'analyser une ville en tant qu'historien est peut-être plus intéressant que d'analyser l'histoire d'un pays de ce point de vue-là. Alors, pour moi, et ça va dans le sens de ce que vous nous dites, les villes sont quelque part la mise en espace de la société qui y vit. Donc on devrait avoir une pensée urbaine africaine. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que vous, comme penseur, est-ce que, comme intellectuel, est-ce que vous voyez l'émergence d'une pensée urbaine africaine? Et si vous ne la voyez pas, quelles seraient les conditions de mise en œuvre pour qu'on ait une véritable pensée qui soit africaine? C'est une question vaste. C'est-à-dire que, d'après ce que je vois, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits à plusieurs niveaux, précisément pour mettre sur pied une lecture des réalités urbaines africaines contemporaines. Cette pensée-là existe, mais peut-être qu'elle existe de manière un peu éparse. C'est-à-dire qu'elle serait à trouver dans le travail littéraire. Par exemple, un des romans les plus célèbres écrit par un auteur africain aussi célèbre, qui a eu plusieurs pseudonymes. À l'époque, il s'appelait Esa Boto, ça s'intitule Ville cruelle. C'est le premier livre de Mongo Betty.
qui est pour beaucoup l'un des plus grands écrivains camerounais connus. Et, euh, et donc, beaucoup de ces écrivains-là ont parlé de cette génération. Donc, ce livre est sorti en 1956, si mon souvenir est bon. Et les écrivains de cette génération-là ont beaucoup commenté la ville, ont beaucoup parlé de l'expérience urbaine, ont beaucoup parlé de ce que l'expérience urbaine a pu représenter comme fracture dans la vie des individus et aussi dans l'évolution des États à l'époque. Et je pense que si on doit parler d'une pensée urbaine, on doit avoir aussi le souci de repartir vers ces écrits-là pour les constituer justement en un courant de pensée. Après, je sais que, par exemple, en Afrique du Sud, à l'université du Cap, qui est une université que je connais parce que c'est l'endroit où j'ai fait une partie de mes études, il y a des efforts qui sont faits au niveau de la compréhension et de la mise en perspective d'une pensée sur la ville africaine spécifique, sous l'impulsion de Edgar Peterson et en collaboration avec Ntone Ejabe de Chimoranga, qui est une revue culturelle et littéraire. Et donc, je pense qu'en fait, cette pensée, et puis il y a vos travaux, Jérôme, qui participent de cet effort-là. Et donc, je pense que ces différents efforts-là doivent être mis ensemble de manière un peu plus volontaire, si je puis dire, délibérée, voilà le mot que je cherchais, de manière un peu plus délibérée, pour effectivement constituer un courant de pensée sur ce qu'on appelle la ville africaine. Houphouët-Boigny disait que l'homme développé habite en ville. Et bon, il faut remettre ça dans le contexte des années 50 et des années 60, au tournant des indépendances. Est-ce que, selon vous, la ville est vraiment un élément émancipateur, on n'ose plus dire développement, on va dire émancipateur plutôt. Est-ce que la ville est vraiment un élément émancipateur pour la culture, pour l'identité, ou est-ce qu'au contraire, elle serait, je dirais, un espace qui nie ces traditions, qui nie cette culture et qui finalement nous amène à des modes de vie qui sont de plus en plus uniformisés sur l'ensemble de la planète? Pour répondre à cette question, la référence à Houphouët-Boigny est intéressante dans la mesure où Houphouët était un homme de son époque. Houphouët-Boigny, c'est un homme du XXe siècle. Et cette manière de réfléchir à la question de la ville est très marquée du sceau du XXe siècle, justement. La modernité était synonyme de vie en ville, en effet. Ça, c'est d'un. De deux, en remettant Houphouët dans le contexte du XXe siècle, je veux le remettre aussi dans le contexte un peu plus mondial. Parce que ce n'est pas qu'une réalité africaine que cette conception. La ville montre un peu les développements urbains spectaculaires qui ont eu lieu en Amérique du Nord à la même époque, montrent la force de cette manière de penser-là. Quand on pense à une ville comme Chicago, par exemple, ou bien une ville comme New York, qui dès les années 20 avait des gratte-ciels, on voit un peu la force de cette manière de réfléchir-là. Après, la place de l'homme développé. Le problème dans cette conception de l'homme, c'est que c'est une conception d'ordre téléologique, c'est-à-dire qu'on a déjà fixé le destin de l'humanité africaine. C'est-à-dire que si l'humanité africaine n'est pas développée en fonction des critères établis par un Houphouët-Boigny ou par un Senghor ou par un Amani Diori, le président du Niger, c'est que l'homme africain aura raté son cheminement historique. Donc déjà, ça, il faut réfléchir à ce que ça signifie quant à la façon que l'on a de vouloir s'orienter dans le temps et comment est-ce qu'on comprend ce que le devenir de l'Afrique doit être. Après, il est souvent vrai que dans la plupart des pays africains, une ville principalement s'est développée au détriment des autres. Pas plus que les autres, mais au détriment. C'est-à-dire qu'une Abidjan, une Dakar, une Maputo, une Luanda, une Kinshasa est comme devenu le cœur du pays. Mais quand je dis le cœur, je veux aussi dire que le reste du pays a agi comme les veines qui conduisent le sang au cœur. Et seulement le problème de ce cœur, c'est qu'il ne bat plus en renvoyant dans le reste du pays le sang. D'une certaine manière, il le garde.
Et ça, c'est un cœur défaillant par excellence. Et donc, je pense que la question urbaine aurait une nature très différente si on avait envisagé le développement des villes comme étant quelque chose qui ne concerne pas qu'une seule entité, mais concerne un ensemble d'entités sur un territoire donné.